On vit un moment extraordinaire parce que on vit le moment de l'émergence d'une science de l'innovation. L'innovation n'est pas un sujet nouveau, mais jusqu'à présent, on avait des bribes de compréhension qui étaient disciplinaires. Ça veut dire qu'elles ne concernaient qu'un tout petit domaine. L'entrepreneuriat, par exemple, a pendant très longtemps été en avance sur tous les domaines, sur la compréhension du processus d'innovation. Mais voilà, ça ne concernait que l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a une science de l'innovation, c'est-à-dire une compréhension à la fois globale et universelle, indépendamment des disciplines où vous cherchez à l'appliquer. Et ça change tout. Je vais le dire comme ça, on a une recette de l'innovation. Alors, qui c'est on? On, c'est une équipe qui s'appelle l'Arsenal de l'innovation qui a créé une entreprise qui s'appelle Doji, une école pour enseigner cette recette. Alors, bien sûr, il y avait des gens avant nous. Il y a eu des génies qui nous ont aidés à comprendre ce que l'on est en train d'enseigner aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'y avait pas de recette, il n'y avait pas de compréhension globale et universelle de tout le processus. Ça change tout. Ça change tout pour les professionnels, notamment de l'innovation. Prenons l'exemple des coachs. Les coachs, jusqu'à présent, enseignaient une méthode particulière. La méthode du design thinking, la méthode de l'agilité, la méthode de, etc. Eh bien, aujourd'hui, ils vont pouvoir revenir dans toutes les entreprises dans lesquelles ils ont enseigné ces méthodes pour leur dire, ben voilà, cette méthode s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global, avec des jalons, avec des moyens de contrôler ce qui se passe et des moyens de rendre efficaces et optimiser ces méthodes. Prenons l'exemple des investisseurs. Les investisseurs ont l'habitude de travailler avec leur intuition et c'est extrêmement puissant. C'est comme ça qu'on est capable de parier sur une entreprise naissante qui va devenir quelque chose d'extraordinaire. Mais parfois, l'intuition a besoin d'être secondée par un élément de rigueur supplémentaire. La recette de l'innovation apporte cet élément de rigueur. Parce que ça veut dire qu'un investisseur est capable de savoir non pas quand une entreprise va réussir, mais quand elle ne va pas réussir. Et on a pu le prouver qu'avec cette recette de l'innovation, personne n'aurait dû investir le moindre dollar sur le Segway parce qu'on était absolument certain, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, que ça n'allait pas marcher. Prenons un troisième exemple, patrons et patronnes d'entreprise, des gens qui, jusqu'à présent, ont de la difficulté à innover, et ce n'est pas étonnant, sans recette, comment faire? Eh bien, maintenant, ils n'ont plus aucune excuse, ils vont pouvoir innover en sachant exactement comment c'est, en sachant exactement quoi contrôler, en sachant exactement comment faire atterrir cette innovation dans leur domaine d'activité. Donc voilà, on vit ce moment extraordinaire. Dans cette conférence, je vais vous raconter des éléments fondamentaux de cette compréhension, de cette recette de l'innovation. D'abord, je vais commencer par vous raconter une histoire d'innovation. Alors, j'ai choisi l'histoire d'Amazon, la création de l'entreprise Amazon par Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle. C'est une entreprise extraordinaire, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir à propos de cette entreprise. Moi-même, je ne suis pas nécessairement heureux de Amazon, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas mon opinion ou votre opinion, c'est quelles leçons on peut tirer de ce que ces gens-là ont fait, qui, quoi qu'on en dise, a eu un impact extraordinaire. Et comment on peut prendre cette aventure et en tirer des leçons pour nous-mêmes faire une autre entreprise, par exemple, qui va avoir un impact extraordinaire. Donc voilà, nous sommes en février 1994. Jeff Bezos a 31 ans. Il est vice-président d'une entreprise qui s'appelle D.E. Shawn et compagnie, qui est une sorte de laboratoire technologique dédié aux investissements financiers. En clair, il travaille au 40e d'un building à Manhattan et puis il dirige un groupe de traders à Chicago. Donc c'est quelqu'un qui est très occupé. Mais voilà, en février 1994, il est occupé à feuilleter une feuille de chou, on dirait en français, un pamphlet en québécois, c'est-à-dire quelques pages imprimées de mauvaise qualité sur un papier un peu sans grâce, sans intérêt, une feuille de chou qui s'appelle Matrix News. C'est un journal qui a été publié, créé et publié par un geek qui vit à Austin, au Texas, qui s'appelle John S. Quaterman. Ce monsieur est fou d'ordinateurs en réseau. Non pas d'ordinateurs, on sait déjà que c'est important en 1994, mais d'ordinateurs en réseau. Comment les ordinateurs dialoguent entre eux? Comment ça se passe? Voilà la reproduction du numéro de Matrix News. Vous le voyez ici, je vous l'ai dit, un papier de mauvaise qualité, une impression de mauvaise qualité, c'est quelque chose qui est underground. Et puis,
Deuxième page de ce magazine, vous voyez ici, John S. Quaterman a représenté à l'échelle d'un an la variation du nombre d'informations échangées entre ordinateurs distants suivant les différents protocoles qui existent à l'époque. La plupart de ces protocoles n'existent plus, vous ne les connaissez pas, ils s'appellent Gopher, Prospero, etc., etc. Peu importe, mais il y en a un que vous connaissez, c'est le World Wide Web, WWW, c'est le protocole qui est actuellement utilisé sur Internet. Et ce que Jeff Bezos observe ce jour-là, en février 1994, c'est que l'augmentation du nombre d'informations échangées suivant le protocole World Wide Web explose. La quantification est faramineuse, c'est 240 000% d'augmentation. Et là, Jeff Bezos s'arrête et se dit, mais c'est incroyable, il n'y a rien qui augmente comme ça. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'observation clé dans le processus d'innovation. C'est le détail qui change tout dans sa compréhension du monde. Très rapidement, il va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire de cette observation-là. Il va se poser la question avec deux autres personnes, D.E. Shawn, qui est le président de son entreprise, et puis Mackenzie Scott Tuttle, qui est à la fois une femme qui travaille chez D.E. Shawn Company et puis son épouse. Donc, c'est un projet de couple, Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle. Mackenzie Scott Tuttle a démissionné en même temps que Jeff Bezos pour fonder Amazon. Elle a contribué en tant que comptable notamment, en tant que plein de choses, en vérité. Et donc, on ne peut pas distinguer ce projet d'innovation de Mackenzie Scott Tuttle et Jeff Bezos. D.E. Shawn, c'est différent parce qu'effectivement, il a contribué au tout début, mais lui n'a pas démissionné pour créer cette entreprise. Donc, c'est pour ça que je vais appeler ça un projet de couple, Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle. Donc, ensemble, ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement avec cette observation. Et puis, très rapidement, ils vont arriver à formuler l'idée clé. L'idée clé, c'est le magasin universel. C'est quoi un magasin universel? C'est un magasin qui vend tout sur Internet. Pourquoi est-ce que c'est une idée provocante? D'abord parce que c'est une idée extraordinairement difficile à mettre en œuvre. Il faudrait un entrepôt gigantesque. Pourquoi c'est une idée très forte? Parce que Internet permet de s'affranchir de la surface du magasin. Ce qui limite ce que peut vendre un magasin, d'une manière générale, c'est les centimètres carrés qui existent à l'intérieur. Vous ne pouvez pas tout vendre et vous ne pouvez pas tout vendre parce que la taille de votre magasin est limitée. Mais sur Internet, il n'y a aucune limite. Si les gens achètent sur un catalogue, peu importe la taille de votre magasin, il suffit d'avoir un entrepôt assez gigantesque. Donc ça, c'est l'idée du magasin universel. C'est une idée qui est extrêmement provocante aussi parce qu'à l'époque, en février-mars 1994, eh bien, Internet est absolument inconnu. La première question que les parents de Jeff Bezos lui posent lorsqu'il lui expose son projet, eh bien, c'est qu'est-ce que c'est Internet? Personne ne sait ce que c'est Internet. Imaginez-vous bien, le consentement à payer a été mesuré pour la première fois sur Internet en 1995 et on était à 8%. Ça veut dire qu'en 1994, au moment où il formule l'idée du magasin universel, c'est zéro. Personne n'a envie de laisser son numéro de carte de crédit sur Internet. Mais voilà, ils ont quand même cette idée de créer le magasin universel. Et puis, ils vont très rapidement se poser la question de savoir comment désidéaliser leur idée, c'est-à-dire comment la rendre concrète. Et la question, c'est très simple, c'est quel produit on va vendre en premier. Ils vont s'intéresser aux chaussures, aux t-shirts, à la musique, à un peu de tout. Et puis, ils vont très rapidement converger sur un produit, c'est le livre. Le livre est le produit le plus intéressant pour commencer à faire cette aventure. Pourquoi c'est le plus intéressant? D'abord parce que c'est le produit pour lequel il y a le plus grand contraste entre ce qui existe dans un magasin et ce qui est disponible à l'achat. 94, dans mon souvenir, c'est 2 millions d'ouvrages en circulation. Dans une librairie, vous en avez à peine 1000, peut-être 2000, peut-être 5000 pour les grandes librairies. Et donc, c'est là où il y a le plus grand contraste entre ce qu'on pourrait acheter et ce qu'on peut acheter réellement dans une librairie. Deuxième argument très intéressant, le livre possède déjà un numéro d'identification unique qui s'appelle l'International Serial Book Number, l'ISBN. Et donc, en quelque sorte, il est déjà prêt à être digitalisé. Enfin, troisième argument, le marché est extrêmement simple. Il n'existe que 2 distributeurs aux États-Unis. Et donc, le principe qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est que quelqu'un leur achète sur Internet un livre. Ils vont se tourner vers un de ces 2 distributeurs pour commander le livre, le recevoir et l'envoyer à la bonne personne.
Ce qui est très intéressant de comprendre à ce moment-là, à ce stade-là de cette histoire, c'est que le modèle d'affaires est impossible. Ne tient pas du tout la route, pas une seule seconde. Aucun expert n'accepterait de valider ce modèle d'affaires. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les distributeurs imposent une contrainte à ceux qui leur achètent des livres, c'est 10 livres minimum. Et donc, impossible de faire le modèle d'affaires que Jeff Bezos et Mackenzie Scott Hotel ont imaginé à cette époque-là. Les distributeurs refusent. Et à partir du moment où la commande c'est 10 livres minimum, son projet échoue. Le modèle d'affaires d'Amazon, au moment où il forme une idée, est juste faux. Il n'y a juste aucun moyen d'échapper à cette contrainte. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils se disent, on va plutôt convaincre le distributeur, on va trouver une solution, on va y arriver. Deuxième point intéressant à partager, c'est qu'il existe déjà des librairies sur Internet en février 1994. D'ailleurs, un des réflexes de Jeff Bezos et Mackenzie Scott, ça consiste à acheter un livre sur un de ses distributeurs, un de ses libraires en ligne, pardon. Et puis, ils vont le recevoir et ils vont constater que le service est lent, etc. Peu importe. L'information importante, c'est qu'il existe déjà des gens qui vendent des livres sur Internet. Donc, cette idée n'est pas originale. Soyons clairs, cette idée n'est pas originale. Donc voilà, ils vont démissionner tous les deux, Jeff Bezos et Mackenzie Scott Hotel, en juin 1994 pour s'atteler à la fabrication du site Internet. Ils vont passer de New York à Seattle. Ils vont recruter 2 personnes pour commencer à faire le site Internet. Et puis, tout leur travail, ça va être designer un site de façon à baisser la barrière à l'appropriation, à baisser la barrière naturelle que les gens rencontrent à aller dans un endroit aussi bizarre qui s'appelle Internet. Notamment, ils vont faire en sorte d'inverser, par exemple, la logique qui existe à l'époque sur Internet, qui consiste à dire vous devez d'abord vous abonner à notre service pour avoir accès au catalogue. Eux, ils vont l'inverser, ils vont laisser le catalogue, et puis vous avez cette mention, pour les plus anciens, ils s'en souviendront, vous pourrez toujours retirer cet article à tout moment dans le processus. Donc ça permet de rassurer plein de gens qui ne sont pas familiers, encore une fois, avec ce monde qui s'appelle Internet. Et puis voilà, ils vont lancer le site en juillet 1995. Donc le 16 juillet 1995, ils vont lancer le site internet amazon.com pour la première fois. Là, il y a aussi une anecdote qui est extrêmement intéressante que Jeff Bezos lui-même raconte dans une conférence datée du 4 mai 2001, dans mon souvenir. Il dit, voilà, nous étions la veille du lancement, donc le 15 juillet 1995. On était dans le garage de la famille Mackenzie Scott Hotel, Jeff Bezos. Il y avait des tables qui étaient faites de planches de bois posées sur des tréteaux. Il y avait des ordinateurs partout, des fils qui traversaient la pièce. Il y avait un trou même dans le toit parce qu'ils avaient enlevé un poêle pour faire un peu de place. Et puis, Jeff Bezos raconte, à ce moment-là, quelqu'un, alors il ne dit pas qui, lève la tête, regarde tout le monde s'affairer, regarde cette espèce de garage encombré, et puis s'exclame, je ne sais pas si tout cela est désespérément optimiste ou incroyablement pathétique. Et Jeff Bezos ajoute dans cette conférence où il raconte l'histoire d'Amazon, nous ne savions effectivement pas si les gens allaient adopter cette technologie. Cette technologie, c'est Internet, évidemment. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça fait partie du processus, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Ça permet de détruire un mythe, en fait, et on va le voir très rapidement. Au moment où ils vont lancer le site Internet, ça ne marche pas très bien, c'est même débile au sens étymologique, faible. Un exemple anecdotique, mais encore une fois, cette anecdote dit beaucoup de choses sur le processus. À l'époque, en 1995, lorsque vous commandiez un nombre négatif de livres, Amazon créditait votre carte, en fait. Donc vous voyez à quel point ça ne marchait pas. Bien sûr, ils vont réparer tout ça assez rapidement. Et puis surtout, ils vont découvrir 2 clientèles qui vont être très intéressées par Amazon. La première clientèle, c'est les gens qui sont éloignés des centres culturels traditionnels, des centres de grandes villes. Il n'y a pas des librairies partout. Ceux qui vivent à 100 km d'une librairie sont très heureux d'avoir ce service-là. Et puis aussi des gens qui vivent dans des communautés où le type de livre qu'ils lisent peut les mettre dans une situation embarrassante. Imaginez quelqu'un qui soit homosexuel dans une ville ultra conservatrice, par exemple. Donc voilà, ces 2 populations de clientèle vont porter le site Internet et puis le faire décoller très rapidement.
Hem, il n'empêche, le site va évoluer très rapidement. En juillet 96, ils vont ajouter quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le principe de l'affiliation. L'affiliation, c'est n'importe quel autre site sur internet qui parle d'un livre, s'il met un lien vers Amazon et si les gens achètent le livre sur Amazon grâce à ce lien, eh bien, il est rétribué, pardon, à hauteur de 30. C'est très important parce que tout d'un coup, plein de sites indépendants, des gens qui parlent de littérature, qui parlent de livres, vont avoir intérêt à ce qu'Amazon fonctionne, se développe, grandisse. Et puis, c'est aussi très intéressant parce que c'est le moment où arrive le premier moteur de recherche qui soit efficace, qui s'appelle Google. Et le principe de Google, c'est de fonctionner avec les backlinks, c'est-à-dire les liens et les hyperliens qui renvoient vers votre site. Donc, immédiatement, Amazon est devenu numéro 1 mondial sur toute la question des livres. Et puis, à l'automne 96, ils vont implémenter un principe de personnalisation des achats. Vous savez, c'est le système qui vous dit, vous avez acheté tel livre, les personnes qui ont acheté ce livre ont aussi aimé tel autre livre. Ça change l'expérience utilisateur, ça change la manière dont on vit, le fait d'acheter un livre sur Amazon, et ça rend tout de suite très personnel cette expérience-là. Je vous passe les détails, il s'est passé beaucoup de choses dans cette aventure. Je vous ferai peut-être une capsule dédiée un peu plus longue sur cette histoire d'innovation. Sachez qu'en 2017, Jeff Bezos est brièvement devenu l'homme le plus riche du monde, avec une fortune de 90 milliards de dollars dans mon souvenir. Amazon a fait partie très rapidement des 30 capitalisations boursières les plus importantes de toute l'histoire de la bourse américaine. Je crois que le chiffre, c'est qu'elle a augmenté entre son introduction en bourse et puis 2017 de 8000%. Et puis voilà, elle a conquis entièrement, quasi entièrement le marché. Et au passage, c'est intéressant de noter qu'en même temps qu'elle créé cette affaire-là, eh bien, elle en détruisait beaucoup. Le nombre de libraires aux États-Unis a chuté très fortement à partir du moment où Amazon est arrivé. Et donc, on a ce phénomène classique de l'innovation, de création-destruction. Vous créez de la richesse quelque part, en l'occurrence à Seattle, aux États-Unis, mais vous en détruisez partout ailleurs dans le monde, aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays. Fin de l'histoire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'en tirer 12 leçons. 12 leçons d'innovation extraites de cette histoire, et vous allez comprendre beaucoup de choses sur le processus d'innovation, notamment vous allez comprendre la recette de l'innovation. À très bientôt.